Je vais parler de l'école du XXe siècle et montrer dans quelle mesure l'hygiénisme et ce que l'on a appelé la pédagogie active ont pu influencer la conception de l'espace scolaire. Alors, avec l'installation du protectorat français, l'institution coloniale, voulant éteindre la langue française dans les milieux musulmans, va créer en 1883 la Direction générale de l'instruction publique. C'est ainsi qu'on verra se former l'une des plus importantes institutions de cette réforme et qui est donc l'école franco-arabe, qui va combiner à la fois un enseignement français et arabe. Cette nouvelle institution, l'école donc franco-arabe, semi-laïque, devait venir remplacer l'enseignement religieux traditionnel et pour ce faire, la Direction générale de l'instruction publique avait dressé des rapports sur l'état de l'enseignement dans les écoles coraniques. Voici l'extrait d'un rapport intitulé « L'enseignement primaire des indigènes en Tunisie ». Ce rapport a été présenté au Congrès de l'Afrique du Nord, tenu à Paris en 1908. On y décrit le côté d'un village de la Tunisie. Et on peut lire donc « Mal éclairé, mal aéré, aussi l'humidité suinte-t-elle au mur et une demi-obscurité y règne-t-elle toujours. Point de cour de récréation, point de privé, ni d'urinoir. Dans le fond de la salle, le medb, à ses pieds sont groupés les enfants entassés pêle-mêle sur les nattes usées. » Donc on voit ici que la question de l'hygiène est mise au premier plan puisque l'auteur parle d'absence d'aération et d'éclairage, de promiscuité et d'insalubrité. Alors pour les pouvoirs coloniaux, la question de l'hygiène va devenir une sorte d'argument de propagande puisque les nouvelles structures d'enseignement allaient garantir, selon elles bien sûr, une meilleure prise en charge sanitaire des élèves. Donc ce texte est probablement très caricatural, mais il est intéressant de voir comment l'hygiène va être utilisée pour infléchir vers un enseignement laïque désiré par les pouvoirs coloniaux. Les nouveaux établissements scolaires coloniaux vont suivre les mêmes modèles de la métropole, c'est-à-dire une typologie monobloc organisée autour d'une cour. L'architecture scolaire commence à s'affirmer dans la mesure où les élèves bénéficient d'un cadre spécifique. La question de l'hygiène est prise en compte en insistant surtout sur l'ouverture et l'aération des espaces, mais c'est durant la Seconde Guerre mondiale qu'elle va se normaliser, devenir de plus en plus réglementée pour influencer fortement la conception scolaire. Durant la Seconde Guerre mondiale, et notamment après la libération de la Tunisie des forces allemandes en 1943, un vaste programme de reconstruction va être mis en place. Grâce à ce programme, des centaines d'écoles vont être édifiées. Donc on peut voir ici par exemple que pour les écoles primaires, on va passer de 319 écoles en 1920 à 618 écoles en 1952. On assistera à la mise en place d'un nouveau modèle qui est l'école type de la reconstruction, donc un modèle standardisé et organisé selon une typologie en barres où les classes sont réparties sur une seule épaisseur. Donc on peut voir ici le modèle de cette école type de 2 classes qui a été reproduit plusieurs fois sur le territoire tunisien. Alors ce modèle en barres, même s'il s'est complexifié et a évolué au niveau de son expression, va se généraliser et va subsister très longtemps, pas uniquement en Tunisie, mais également partout dans le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette typologie sera largement légitimée par les courants fonctionnalistes et les mouvances hygiénistes de l'époque qui vont y voir une solution très efficace et très économique pour la résolution des problèmes liés à l'éclairage et à la ventilation. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'un fléau majeur
sévissait aussi bien en Europe qu'en Tunisie. Et ce fléau, c'était la tuberculose qui était devenue la cible majeure des courants hygiénistes qui se sont multipliés dès le 19e siècle. Plusieurs instances seront créées, comme les commissions d'hygiène, les conseils d'hygiène, les traités d'hygiène, etc. Donc j'explique un petit peu tout ça dans l'article, donc je ne vais pas bien sûr le détailler ici, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, tout un arsenal réglementaire va se mettre en place afin de régir la conception de l'espace scolaire et pour garantir sa salubrité. Cette réglementation va entre autres se cristalliser à travers une entité spatiale qui est la salle de classe, que l'on a appelée l'unité de classe, et grâce notamment au travail d'Alfred Roth, qui est un architecte suisse, qui va publier un ouvrage clé qui s'intitule La nouvelle école, qui a été d'ailleurs publié en 3 langues différentes. Où dans cet ouvrage, Roth va définir le nouveau modèle universel, hygiéniste et normalisé de la classe du XXe siècle. Alors en recoupant les textes de Roth avec les textes réglementaires de l'époque, celui notamment de 1936 et de 1948, nous avons pu établir le modèle de l'unité de classe normalisée qui avait pris en charge plusieurs paramètres. Si on évoque à titre d'exemple la lumière, elle était très importante puisque la lumière permettait non seulement une bonne vision, mais était également considérée comme un facteur qui allait débarrasser la classe de ses microbes. D'ailleurs, on appelait à ce que le soleil vienne inonder la classe de ses rayons purificateurs. Alors, dans l'article qui va être publié, l'évolution des normes liées à l'ouverture de la classe, donc sa taille, sa disposition, son orientation, sont bien entendu évoquées de manière assez détaillée. Alors, rien n'était laissé au hasard et tout était réglementé et normalisé, donc la lumière, la ventilation, le mobilier, l'environnement immédiat, etc. Le modèle de l'unité de classe s'est donc établi comme une accumulation de règles hygiénistes très précises. Et ce qui est important à dire, c'est que finalement, plusieurs acteurs avaient contribué à la mise en place de ces règles, donc architectes, médecins, pédagogues, instances administratives, etc. Roth avance les bienfaits psychologiques de l'air frais, le bien-être, la joie au travail, les effets prophylactiques contre les maladies et les épidémies. Roger Hummel, architecte du gouvernement français et conseiller technique au Comité central des constructions scolaires, déclare « L'école de demain sera saine et joyeuse, avenante et gaie ». Donc ici, on voit que ce n'est plus l'aspect purement biologique qui était pris en charge, mais également l'aspect psychologique de l'élève. On peut donc dire que l'hygiène du corps nécessitait également l'hygiène de l'esprit, si on ose dire l'expression. Les nouvelles méthodes pédagogiques ont entraîné de nouvelles réflexions sur l'espace scolaire. La pédagogie active va plaider en faveur d'un espace plus ouvert sur l'extérieur et va appeler également à l'introduction d'autres disciplines comme l'art, la musique, le sport, le travail manuel, etc. Donc ici, sur ces images, on peut voir que les activités telles que le jardinage ou la natation faisaient déjà partie des nouveaux programmes scolaires. Pour la pédagogie moderne, la santé du corps et de l'esprit allaient de pair, donc un esprit sain dans un corps sain. Alors j'en profite, puisque nous sommes en mode numérique, pour passer un petit extrait de film qui s'intitule L'enseignement en Tunisie et qui date de 1950. À Tunis, l'école d'Ornano, comme l'école Fabry, offre aux petits les meilleures conditions de vie et de santé, de bonnes siestes au grand air,
chaque enfant bénéficiant d'une couchette particulière et se soumettant à des précautions et à des soins qui constitueront pour sa formation une solide assise. Bons repas servis par petites tables qui lui donneront le goût d'une alimentation rationnelle et d'une propreté sans défaut. Enfin, cours en plein air à l'échelle de leur âge, où sont utilisées les méthodes modernes de découverte personnelle. Alors dans ce film, on a vu que l'hygiène est incontestablement mise en avant. Donc vous avez aussi remarqué qu'on ne voit pas d'espace fermé, tout se fait à l'extérieur. D'ailleurs, ça correspond un peu avec le boom des écoles en plein air, les écoles de campagne, les écoles de montagne, etc. Surtout en Europe et aux États-Unis. Alors aujourd'hui, en temps de Covid, ces pratiques peuvent très bien se réactualiser. En tout cas, on en ressent le besoin. Ce court extrait de film nous permet de comprendre de manière plus précise que les exigences hygiénistes étaient très présentes dans la pensée des responsables des constructions scolaires. Et c'est dans la lignée de ces constructions scolaires que le lycée de Carthage va être édifié. Alors, conçu par l'architecte Jacques Marmé entre 1949 et 1957, plusieurs aspects démontrent la conformité du bâtiment aux normes hygiénistes développées à l'époque. D'abord, on peut constater qu'il n'a pas été construit n'importe où, mais qu'il se situe dans un site qui domine la mer, conformément donc à la recherche du bien-être et de l'épanouissement de l'élève préconisé par la pédagogie active. On peut voir aussi que les entités fonctionnelles sont décomposées et organisées en bandes afin d'assurer cette double orientation et cette double ventilation et pour garantir aussi le contact avec la nature et avec l'extérieur. En ce qui concerne le programme, il y avait donc les classes, mais il y a aussi toute une panoplie d'autres activités. On trouve par exemple un gymnase entièrement équipé. Il y a aussi plusieurs terrains de sport. Il y a une salle de dessin avec un théâtre en plein air. Il y avait même une piscine qui était prévue dans les plans, mais le terrain ayant été cédé à la présidence juste après l'indépendance n'a pas pu être réalisé. Mais en tout cas, elle avait été prévue sur les plans de Marmé, ce qui était très avant-gardiste pour l'époque. Alors, les classes obéissent également aux règles qui garantissaient des conditions d'hygiène convenables, conformément au modèle mis en place par Rove et par les instructions ministérielles de l'époque. Alors je développe tout cet aspect de manière plus approfondie dans l'article afin justement de montrer que le bâtiment conçu par Marmé était un modèle novateur par rapport à l'application des normes d'hygiène aussi bien biologiques que psychologiques. Donc voilà, il ne s'agissait pas d'une étude exhaustive ici, sur l'évolution des écoles. D'autres modèles ont pu se mettre en place et mériteraient forcément aussi d'être étudiés. Il s'agissait ici plutôt de mettre en lumière les différentes modalités qui ont présidé à la mise en place du modèle d'un espace scolaire fortement marqué par la question de l'hygiène. Alors aujourd'hui, dans le contexte du corona, cette problématique revient forcément au cœur de la réflexion de l'espace scolaire. L'école d'aujourd'hui a probablement plusieurs défis à relever et l'hygiène en fera sûrement partie.
Donc, comprendre comment est-ce que l'hygiène a été prise en charge de par le passé et comment finalement la prévention contre les fléaux pandémiques a pu aboutir à des espaces plus salubres et plus hygiéniques pourrait nous aider à relancer ce même débat concernant l'espace scolaire d'aujourd'hui.